Électrochoc, le podcast des électrons libres. Fukushima, 15 ans d'hystéria pour 15 ans d'erreur. Aujourd'hui, nous allons revenir sur une histoire que tout le monde pense connaître, mais dont la véritable nature a été éclipsée par la peur. C'est exactement ça, Max. Quand on dit Fukushima, on pense immédiatement à l'accident nucléaire. Mais on oublie ce qui s'est passé juste avant. Le 11 mars 2011, à 5h46 du matin. Un séisme, mais pas n'importe lequel. Une magnitude de 9,1, l'un des plus puissants jamais enregistrés. Le Japon est préparé au tremblement de terre, mais ce qui a suivi était d'une toute autre ampleur. Un tsunami, des vagues monstrueuses. Imaginez, dans la région de Miyako, un mur d'eau de près de 40 mètres de haut. C'est la hauteur d'un immeuble de 12 étages qui déferle sur la côte. Et là, c'est le chaos. La côte est ravagée. On ne parle pas juste de dégâts, on parle d'anéantissement. 125 000 bâtiments sont littéralement rayés de la carte. 300 ports de pêche vitaux pour le pays sont endommagés. Et les conséquences industrielles sont multiples. À Kessenema, un dépôt pétrolier est emporté, des milliers de mètres cubes d'hydrocarbures se déversent dans la baie, s'enflamment et créent des nappes de feu sur la mer. Ailleurs, c'est une fonderie, des usines de ciment qui sont inondées, libérant des boues toxiques pleines de métaux lourds, des produits chimiques, de l'acide chlorhydrique qui se déverse dans les risées, un barrage qui cède, une raffinerie qui explose et brûle pendant 10 jours. Et dans le milieu de ce désastre industriel et humain, car il faut le rappeler, le bilan est terrible, 16 000 morts à cause du séisme et du tsunami, au milieu de tout ça, une seule installation va capter toute l'attention du monde. La centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Et c'est là que le récit bascule. La centrale initialement réagit comme prévu. Le séisme est détecté, les réacteurs s'arrêtent, les groupes électrogènes de secours démarrent. Mais le tsunami arrive. Et il est si puissant qu'il détruit tout sur son passage. Les diesels de secours, les batteries, les connexions au réseau électrique. La centrale se retrouve dans le noir complet. C'est le scénario critique par excellence. Sans électricité, plus de refroidissement. La température dans les cœurs des réacteurs grimpe en flèche. Ils commencent à fondre. De l'hydrogène se forme, s'accumule. Et c'est l'explosion. Pas une explosion nucléaire, mais des explosions d'hydrogène qui détruisent les bâtiments des réacteurs. Des rejets radioactifs s'échappent, c'est un accident nucléaire majeur, c'est indéniable. Absolument. Mais ce qui est fascinant, c'est la suite. Malgré la fusion de 3 cœurs, la conception des réacteurs a permis de limiter les rejets qui sont bien inférieurs à ceux de Tchernobyl. L'exposition du public est restée faible. Tellement faible que des années après une campagne de dépistage sans précédent, les conclusions des experts de l'ONU sont formelles. Aucune augmentation des cancers ou d'autres maladies attribuables aux radiations n'a été observée. Le bilan sanitaire direct de la radioactivité est donc quasi nul. Un seul travailleur du site, décédé d'un cancer, a vu sa maladie reconnue comme d'origine radiologique après une procédure judiciaire. Un seul mort. Un seul mort lié aux radiations. Mais il y a eu d'autres victimes. Plus de 2000 personnes sont décédées à cause de l'évacuation, une évacuation organisée dans la panique qui a déplacé brutalement des populations souvent âgées et fragiles. On a provoqué plus de 2000 morts par peur d'un risque de cancer qui s'est avéré très faible, voire inexistant. La peur de l'atome a conduit à des mesures totalement disproportionnées. Et cette peur ne s'est pas arrêtée aux frontières du Japon. Elle a déclenché un autre tsunami, politique celui-là, à l'échelle mondiale. Le nucléaire, qui regagnait en popularité, est devenu l'ennemi public numéro 1. L'Allemagne en est l'exemple le plus frappant. Sous la pression de l'opinion publique, le gouvernement décide d'abandonner totalement le nucléaire et de fermer toutes ses centrales. Pour compenser, on augmente la production à base de charbon et de gaz. C'est insensé. D'autres pays suivent. En Italie, un référendum prévu pour relancer le nucléaire est balayé par un non massif. En Lituanie, on abandonne un projet de nouveaux réacteurs. Partout, les projets sont gelés, retardés. Même en France, le pays le plus nucléarisé au monde, l'accident a des conséquences. On ajoute des exigences de sûreté qui alourdissent les coûts et surtout, le nucléaire devient un enjeu politique.
On décide de plafonner sa production, de fermer des réacteurs, comme à Fessenheim. Et quel est le résultat de toute cette panique mondiale? On a remplacé une source d'énergie bas carbone, le nucléaire, par des énergies fossiles. On a généré un surplus inimaginable d'émissions de dioxyde de carbone. Rien que pour l'Allemagne et le Japon, on parle de 640 millions de tonnes de CO2 supplémentaires entre 2011 et 2017. La fermeture de Fessenheim en France, c'est entre 6 et 10 millions de tonnes de CO2 en plus chaque année. Au total, sur la période, on estime que ces décisions politiques, prises sous le coup de l'émotion, ont généré plus de 2,5 gigatonnes longues de CO2. C'est l'équivalent de 8 années d'émissions totales de la France, tous secteurs confondus. C'est un paradoxe climatique absolument ahurissant. Au moment même où l'urgence de réduire les gaz à effet de serre devenait une évidence pour tous, on a sciemment choisi de ralentir une des principales solutions pour y parvenir. Aujourd'hui, le Japon a analysé la catastrophe, intégré les leçons et redémarre progressivement ses réacteurs. Il prévoit même d'en construire de nouveaux. La raison semble revenir. Mais en Europe, on paye encore le prix de cette erreur stratégique. La présidente de la Commission européenne elle-même a récemment admis que tourner le dos au nucléaire était une erreur. Un aveu bien tardif. 15 ans d'hystérie médiatique et politique, basée sur une confusion entre un désastre naturel et un accident industriel aux conséquences sanitaires limitées, nous ont coûté 15 ans dans la lutte contre le changement climatique. Une erreur historique dont on mesure à peine l'ampleur aujourd'hui. Il reste à espérer que la raison finira par l'emporter définitivement sur la peur et le dogmatisme. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.